Allô à toutes avec un crise de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pour celles qui nous écoutent pour la première fois, tout ou pantoute, c'est comme la conversation qu'on aurait aimé avoir en se préparant pour sortir au bar avec ses autres amis mineurs au secondaire, mais sans le monde qui se regarde dans le miroir en se trouvant laid. Ah, ça aurait été tellement cool. Aujourd'hui, on commence notre bloc de 2 épisodes sur les normes et les biais sociaux. On parle de discrimination liée aux normes de minceur dans une entrevue avec l'humoriste Coco Bellivo. Puis, après l'entrevue, on va essayer de décortiquer certaines des façons dont la discrimination liée au corps se construit puis s'alimente, puis notre part de responsabilité là-dedans. Puis, on va parler de représentation positive puis négative en lien avec l'apparence physique puis le poids. Puis, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous à l'animation notre collaboratrice Émilie Duchesne qui va participer au debriefing avec nous après l'entrevue. Émilie s'occupe de la transcription de tous nos épisodes cette saison-ci. Puis elle a vraiment plein de réflexions par rapport au sujet de l'épisode. Fait qu'on s'est dit, ah ouais, viens jouer avec nous. Allô, Émilie? Allô, merci de me recevoir. Je suis contente d'être là. Yay! Puis on va conclure avec une participation spéciale mais récurrente de Tout ou Pas Tout revisitée à la fin de l'épisode. Une collaboration qui nous fait triper bien raide puis qui va vous faire regretter. Ah oui, grandement regretter d'avoir fait stop avant la fin si jamais c'est votre genre. On va commencer cet épisode-là à la vitesse où on pogne les nerfs quand quelqu'un nous félicite d'avoir perdu du poids. Ici, Alexandra Turgeon. Et Laurie Perron. Vous écoutez Tout ou Pas Tout. Tout au long de la saison, on va explorer les thèmes choisis en les étirant sur 2 épisodes qui vont explorer des facettes différentes, mais toujours avec la même approche féministe, queer et interrégionale. Il y a un des épisodes qui va être plus intello, recherche philosophique, remise en question de tout, en un mot évidemment, puis l'autre plutôt créatif, artistique, féerique. Aujourd'hui, Alex me vole ma job et nous propose une entrevue ancrée dans un univers créatif et artistique. Hihi, allô. Mais elle revient en force, avec plein de recherches puis de réflexions nerd tout de suite après. OK, let's go, on part. Mais avant, side note, si jamais ça vous tente d'avoir encore plus de contenu de Tout Pantoute, puis de nous encourager financièrement du même coup, on vous invite à vous abonner à notre Patreon au patreon.com/toutoupantoute. On a des bonus qui sont soit des épisodes, des fois des vidéos, comme une vidéo de Laurie qui fait des recommandations littéraires et qui lit des extraits de livres et ou autres types de contenus, pas mal à tous les mois. Puis, on vous donne aussi accès à nos entrevues sans montage, fait que ça vous donne du contenu supplémentaire. Puis nous, ça nous aide à financer notre projet. Vous pouvez aussi nous faire des dons non récurrents si jamais vous avez peur de l'engagement, comme moi. Les liens pour ce faire sont dans les notes de l'épisode. Puis aussi, vous pouvez juste nous écouter puis être là. C'est déjà vraiment, vraiment cool. On vous aime tellement. Merci d'être là. OK, on part. On vit dans une société où, pour certaines raisons qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui, on a décidé qu'il y avait des corps qui étaient acceptables, des corps qui étaient considérés beaux et rayonnants de santé, puis des corps qui sont considérés comme totalement inacceptables. On est dans une société qui a aussi décidé qu'il y a des orientations sexuelles, 2 expressions de genre, puis une couleur de peau, entre autres, qui sont mieux que les autres. On est dans une société où des normes sociales puis des biais nous entraînent à vouloir changer notre apparence ou à juger de manière positive ou négative les gens autour de nous en fonction de leur apparence. Puis, devinez quoi? On est à bout de tout ça. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, bien modestement, évidemment, en faisant pas le tour de la question. On va commencer notre épisode avec une entrevue que j'ai eu vraiment beaucoup de fun à faire. J'ai parlé avec Coco Bellivo, que vous connaissez certainement, qui est une artiste multidisciplinaire acadienne. Elle est humoriste et justicière. Elle mélange humour, rap et réflexion dans ses projets, toujours dans l'espérance d'être un vecteur de changement social. J'admire vraiment beaucoup Coco, puis j'avais envie de lui parler dans cet épisode, en particulier parce que je l'ai entendu souvent prendre la parole au sujet des normes sociales puis de la grossophobie, puis parce qu'elle a récemment créé un spectacle sur ce sujet-là, en particulier avec une approche, ma foi, fascinante. On en parle dans l'entrevue qui suit. On va revenir de l'autre côté de l'entrevue, comme d'habitude, pour parler de comment les normes sociales liées à l'apparence naissent et s'alimentent, puis comment on se fait parler, puis on parle entre nous de nos corps, puis de représentation des corps dans les médias, puis dans les discours d'experts, tout ça avec notre collaboratrice invitée Émilie Duchesne. Mais je vous présente tout de suite mon entrevue avec Coco Bellivo. Allô,
Coco Béliveau, bienvenue à Toutes Pantoutes. Merci d'être là. Merci à vous de m'accueillir si chaleureusement et de pas me faire quitter ma maison, ça j'aime ça. Oui, c'est ça. Non, parce que là, moi, je suis dans le bas du fleuve, fait que ça aurait été un petit peu compliqué. Ça aurait été, toute une drive. Premièrement, la raison pour laquelle j'avais envie de parler avec toi particulièrement aujourd'hui par rapport au sujet de notre épisode, mais en plus du fait que tu t'exprimes quand même régulièrement, publiquement, puis d'une façon que je trouve vraiment pertinente d'ailleurs, au sujet de la grossophobie, puis des normes sociales par rapport à l'apparence physique, mettons. C'est aussi à cause d'un concept de spectacle que tu as fait il y a quelques années. Ce show-là s'appelait LED, puis tu t'intéressais directement à la grossophobie dans ce show-là. Tu as abordé le sujet d'une façon vraiment originale, puis tu as mêlé un peu l'expérience presque scientifique à la création. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du concept de ce show-là? Le spectacle LED, c'était un spectacle sur la grossophobie, puis essentiellement le processus du spectacle LED, c'était de perdre le plus de poids possible pour prouver que c'est différent la manière qu'on est traité dans un corps mince. Moi, je le voyais de cette manière-ci. Des fois, tu sais, quand un gars est sexiste, il a besoin qu'un gars il dise qu'il est en train d'être sexiste parce qu'il va pas écouter une fille parce qu'il les respecte pas. Moi, je voyais ça de la manière de comme il y a des personnes minces qui ne vont pas trouver qu'une personne grosse est crédible parce que eux autres, les affaires sont trop intégrées. Je vais devenir mince et ensuite pouvoir expliquer, tel l'homme féministe, aux personnes minces le concept de la grossophobie. Puis, en ayant vécu dans les deux corps, je vais avoir les deux perspectives. C'est que je vais pouvoir comprendre un peu d'où ces personnes viennent, puis pourquoi est-ce qu'il y aurait des blocages, puis toutes ces affaires-là. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai eu des découvertes qui confirmaient mes théories, puis d'autres qui étaient comme des réflexions aléatoires en cours de route qui sont venues dans le spectacle tout simplement parce que je savais pas que ça allait être d'une telle façon ou il y avait des affaires qui étaient vraiment très difficiles à propos de soutenir ce rythme-là. Fait que, tu sais, ça a apporté des inspirations sur tout simplement le processus. Fait que ça a été vraiment un révélateur comme processus. Ça a été un fun spectacle à construire. J'ai beaucoup aimé ça. Ben c'est ça, je m'en allais te demander parce que comme, tu sais, juste au niveau de ta santé physique, là, ça a dû être super difficile, mais mental aussi, ça a dû être quand même vraiment challengeant. Mentalement, oui, c'était dur. Mais moi, c'est surtout parce que j'aime beaucoup les défis intellectuels. De faire ça pendant, tu sais, ça m'a pris un an et presque demi de construire ce spectacle-là. Okay. Pendant un an et demi d'être immersée là-dedans, c'était vraiment intéressant, mais c'est pas quelque chose que même le processus de perdre du poids, c'est malsain et c'était mauvais pour ma santé. J'ai eu des répercussions de santé par la suite. Mais tout à fait. Une des questions qu'on me demandait beaucoup quand je faisais des entrevues au moment où le spectacle est sorti, c'est est-ce que tu prévois redevenir grosse après? Puis j'étais comme, tu sais, ce qui va se passer avec mon corps va se passer avec mon corps. Moi, j'ai toujours été une personne en santé dans le sens où j'étais pas en train de manger de la pizza, puis là, j'ai décidé que j'allais changer ma vie. Là. J'ai entrepris des méthodes extrêmes pour pouvoir rentrer dans un moule sociétal. Mais mon corps est un corps qui devient gros. C'est juste comme ça que mon corps fonctionne parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour être mince. C'est juste comme ça que c'est. Pour ça que j'avais besoin de faire le spectacle parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de difficultés avec le fait qu'on associait grosse à laide. Moi, je me suis toujours trouvée belle. Puis je me faisais beaucoup dire que j'étais laide. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle m'a mis sur une diète parce qu'elle savait que c'était très difficile pour les personnes plus grosses. Ma mère, c'est une personne mince. J'ai toute ma vie eu cette contradiction-là de dire je vais vivre moins de préjugés si je le fais. Fait que j'arrête, tu sais, j'ai tout le temps été en yo-yo sur le poids. Fallait que je passe à travers de ça de nouveau juste pour faire comme un point dessus cette idée-là de faire des diètes puis de devenir mince puis que ça règle tout parce que ça règle vraiment pas tout. Ça m'a pas donné de l'estime ou quoi que ce soit d'être mince, mis à part que les faits, tu sais, c'est un peu la poule ou l'œuf, parce que c'est sûr qu'il y a de l'estime qui vient de ça, tout simplement parce que les gens, ils se mettent à te complimenter à tout bout de champ, puis tu dis crime, ben ça doit être hot, tu sais. Mais quand j'étais mince, j'avais vraiment de la difficulté à regarder mon corps parce que, tu sais, ta peau est plus slack, puis tout ça, puis c'était comme être vraiment quelqu'un d'autre. Je me reconnaissais pas dans le miroir, puis j'avais vraiment de la difficulté à concevoir que c'était moi que je regardais. Même, je regarde des photos de quand j'étais, je pense que je me suis rendue à peut-être, tu sais, j'ai commencé à 260 livres. Je me suis rendue à peut-être environ à 180, puis je regarde des photos de ça, puis je suis comme... Je te reconnais pas. Non, c'est pas moi, ça. Cette personne-là n'est pas moi. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui est brûlé. Complètement brûlé. Puis, tu sais, moi, le stand-up que je fais,
c'est que je vais dire les affaires que j'aurais besoin d'entendre. C'est vraiment ça mon processus au complet. Je dis les choses que j'aurais besoin d'entendre. La grosse affaire de comme si quelqu'un a une question, il y a d'autres monde qui ont une question, là, que nos profs nous disent tout le temps, ben c'est exactement ça pour le stand-up pour moi. Si moi j'ai besoin de l'entendre puis que ça me ferait du bien de rire de ça, ça va faire du bien à d'autres mondes. Ça fait que je passe à travers ce processus-là parce que je sens que moi, comme tout le monde, a été truqué de croire dans cette idée que, tu sais, on peut pas... on mérite pas de respect si on est gros puis toutes ces affaires-là. Je trouve que c'est quand même une grosse responsabilité puis une grosse charge, mettons, pour, tu sais, pour toi particulièrement, mais pour d'autres personnes qui sont activistes puis qui ils parlent de n'importe quel sujet lié à leur apparence ou à leur identité dans leur art. Tu sais, je t'ai entendu dire que tu te sentais comme quasiment obligée ou une responsabilité de parler de ces affaires-là un peu. C'est sûr que c'est plate d'être une personne grosse dans la société dans laquelle on vit. Pas de doute. C'est plate d'être dans un corps gros parce que c'est quelque chose que t'es jamais dissocié de. Quand t'es mince, t'es juste une personne qui est en train de faire quelque chose. T'es juste une personne talentueuse. T'es juste une chanteuse. T'es juste une... C'est comme, si t'es un mannequin dans les normes, t'es juste un mannequin. Mais si t'es un mannequin grosse, t'es pas juste un mannequin, t'es une femme grosse. Tu sais, un des commentaires que j'ai beaucoup eu quand j'ai commencé à faire du stand-up, parce qu'avant, je rentrais en dansant, puis tout ça, que j'aime ça danser, puis... Moi, je trouvais pas que c'était drôle parce que je suis grosse. Je trouvais juste que c'est drôle d'être vraiment énervée puis tout. Anyway, je reçois un message à un moment donné pour t'es tellement confiante d'être dansée devant les gens comme ça, comment tu fais? Puis moi, je suis grosse aussi, puis je pourrais jamais. Puis j'étais comme, tu sais, j'ai compris l'idée, tu sais, les gens qui disent c'est courageux. C'est courageux d'être confiant quand t'es gros parce que les gens, ils veulent pas ça. Fait, pour moi, c'est pas une nécessité. Je me sens pas obligée d'en parler, mais je sens que puisque j'ai un mal par rapport à ça, puis que d'autres m'en ont mal, je le fais pas parce que c'est ma responsabilité, parce que j'aurais besoin que quelqu'un le fasse pour moi. Ouais. Fait que c'est ça que, oui, il y a des moments où je me sens obligée, mais c'est tout simplement parce que je me le fais remettre dans la face tout le temps. Fait que ça reste toujours un peu dans le top de mon subconscient quand je suis en train de penser mes idées pour des jokes. Puis ça, je suis toujours en train de réfléchir à ça parce que ça arrête pas d'être remis dans ma face. Mais oui. Je suis un peu tannée d'en entendre parler. Moi, j'aimerais ça être le privilège que ce serait de s'en calisser, là. Ouais. Pardonne mon vocabulaire, mais comme ce serait tellement un privilège de pouvoir m'en foutre, puis de pas penser à ça, puis que ça soit jamais mentionné. Mais oui. Que je rentre sur scène, puis que je parle de ma vie, puis que ça soit juste une vie, et non, cette fille-là, elle parle de c'est quoi être gros dans un couple, ou c'est quoi être... Je parle juste d'être dans un couple. C'est juste que mon corps me suit, il est visible, et je peux jamais m'en dissocier. Puis je sais que, tu sais, moi, je suis mid-size, comme qu'ils disent, là, où ce que c'est pas, il y a des personnes beaucoup plus grosses que moi, puis il y a des personnes qui sont plus minces que moi qui se trouvent grosses aussi. Fait que je me trouve dans ce territoire-là où ce que c'est un peu plus compliqué d'en parler. Mais je suis contente, dans un certain sens, d'avoir repris le poids, même si je care pas à propos de vraiment le corps que j'ai, là. C'est vraiment juste un véhicule pour moi. Mais je suis contente, dans un certain sens, d'avoir repris le poids parce que je préfère pouvoir aider. Ah ouais, hein? Comme si je suis mince, à un moment donné, l'autre moi s'oublie. Elle s'oublie, puis je deviens juste une personne mince. Puis même si j'ai déjà été grosse, tu sais, c'est vraiment... Je peux pas être un exemple de confiance ou un exemple de... Puis je suis même pas en train de dire que les gens ont besoin d'avoir de la confiance. Tu sais, l'estime de soi, ça devrait absolument pas être sur la beauté ou quoi que ce soit, mais je suis contente parce que je peux marcher alentour avec ma bédaine, là, puis juste être comme bien, puis ça fait chier du monde, puis tant mieux. Je suis contente que moi, je peux faire ça. J'espère que ça peut aider quelqu'un, en tout cas. C'est tellement sûr que oui. C'est tellement sûr que oui. J'ai le goût de faire une question un peu genre Inception, à cause que on est en train de faire un retour un peu médiatique sur ton processus, mais j'ai le goût de t'entendre sur les conversations que tu as eues avec les médias par rapport à ton show, mettons, quand tu étais en préparation ou quand tu étais dedans. Puis le public aussi, en fait, c'est quoi que tu sentais comme réaction? Tu trouves-tu, mettons, qu'on est prêt comme société à parler de la grossophobie de la façon que tu voulais l'aborder, ou tu as l'impression que, mettons, les questions, les réactions, ils étaient beaucoup par rapport à genre combien de livres t'as perdu, tu pognes-tu plus auprès des gars, tu sais, comment la conversation était? C'est sûr que ça a été mentionné parce que je pense que c'est comme dans ce qui est le plus fun à entendre, là. C'est dans tout ce qui est sensationnaliste, c'est comme les gars, ils pensent de même. Puis oui, ils pensent de même. C'est sûr qu'ils pensent, c'est l'affaire qu'on sait le plus. On le savait. Mais
dans les médias, tu vois, ça dépend des personnes qui m'ont interviewé. Bon, Je oui. sais pas comment. Je pense que ça se dit de même. Ça dépend de leur niveau de sensibilité par rapport au sujet. Ça dépend, tu sais, si c'est une femme ou un homme, les questions. Tu sais, c'est juste ça a vraiment été différent dans tous les cas, là. C'est tout simplement ça. Mais j'ai été respectée en grosse majorité dans mon processus. Je pense Ouais, qu'il y OK. a certaines personnes dans certaines entrevues ça a été plus dur parce que je pense ils insinuaient que être gros, c'est pas être en santé, ou être gros, c'est paresseux, ou puis c'est plate parce que tu fais l'entrevue avant que les gens ils voient le spectacle. Fait qu'ils peuvent pas voir tout le bout où j'explique ça, puis je peux pas l'expliquer à l'intérieur d'une entrevue très courte, là. Fait que je pense qu'on est prêt d'en parler parce qu'il y a vraiment eu une belle réception pour ce spectacle-là, puis je pense que les gens, ils veulent en parler parce qu'ils sont pas bien, puis c'est un sujet qui les intéresse, parce qu'ils cherchent une réponse à cette affaire-là. Le spectacle n'offre pas nécessairement de réponse. C'est sûr que ça parle beaucoup d'estime de soi, ça parle beaucoup des études qui ont été faites sur la grossophobie de façon humoristique. Fait que je pense que dans le spectacle, on ressortait avec certains outils, puis on se sentait moins seul, c'est sûr. Puis on partait plus informé, mais je pense pas que ça réglait tout. Ça, j'aurais vraiment aimé ça. Ben non. On va pas partir avec cette but-là non plus, là. Imagine t'écris un show puis ça arrange tout ça, là. Ben, je trouve ça intéressant parce que ça montre que tout le monde a ces questionnements-là, puis tout le monde se sent un minimum, je sais pas, là, pas bien dans leur corps, complexé. Tu sais, tout le monde a ces réflexions-là, puis ça donne rien à personne, là. Je pense que l'affaire du corps, là, c'est vraiment, sans vouloir utiliser le mot épidémie, là, mais je pense que dans le conscient collectif, là, le corps est vraiment présent. Ben oui. Fait que ça va jamais être démodé d'en parler. Je pense que c'est même un super bon moment de se re-questionner sur où est-ce qu'on en est avec ça, parce que on a assez d'avancer, on a assez de changer comment est-ce qu'on fonctionne. Fait que Là, j'ai le goût de comme amener ça un peu vers encore plus vers ton métier puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que je t'ai entendu dire en entrevue que tu as senti comme en perdant du poids qu'on t'accordait plus d'attention puis de crédibilité comme à première vue, mettons. Tu avais moins besoin de te prouver puis d'être super funny, tu sais, mettons. Puis au contraire, en existant dans ton corps habituel, tu sens qu'il faut des fois que tu prennes plus de place pour exister au niveau comme de ta personnalité puis de la place que tu prends, etc., pour être vu puis pour être entendu. Puis je me demandais si tu penses que ça a comme un lien avec le métier que tu fais puis comment comme l'humour puis les standards de beauté se rejoignent dans ta vie. c'est sûr que, puis, tu sais, c'est même pas juste l'humour, je pense que c'est l'industrie en tant que telle. Je pense qu'il y a des types de corps qui sont associés à des choses comme, par exemple, là, il y a très peu d'animateurs, animatrices qui sont gros, comme quand est-ce que tu regardes n'importe quelle émission, là, n'importe quelle émission de télé québécoise, une compétition, n'importe quoi. C'est rare que tu vas avoir des personnes plus grosses, tout simplement parce que les corps plus minces sont associés à être comme, tu sais, c'est plus présentable, c'est plus professionnel. Il y a le Horns and Halo Effect que ça s'appelle, puis c'est genre, on attribue à des personnes qu'on trouve plus sexy des qualités plus positives, puis on attribue à des personnes qu'on trouve moins dans la norme des qualités négatives. C'est juste comme ça que ça marche. Sur le marché du travail, une personne mince va être avantagée à une personne grosse parce que ça fait plus professionnel, ça fait plus propre dans l'idée du monde. Tu sais, ils ont fait une étude. On a plus confiance. Ouais, ils ont fait une étude où ce qui montrait des personnes minces couchées sur un divan du monde, des personnes grosses couchées sur un divan du monde, puis ils demandaient aux gens de sortir des adjectifs. Pour la personne mince sur le divan, c'était il se repose, il prend un break. Pour la personne grosse, c'est paresseux, il est lâche, il est en train de, tu sais. Il y a des termes qu'on a associés au corps, fait que je pense que ça affecte comment les gens perçoivent dans un milieu professionnel, tout simplement parce qu'ils se disent « Ah, elle va être une bonne animatrice, elle est vraiment énergétique, puis elle est toute petite, puis elle est vite. » Tandis qu'elle, elle est grosse, elle est sûrement un peu lente. Tu sais, comme il y a juste des associations qui se font automatiquement qui, malheureusement, ça devrait pas être de même. Je pense pas que tout le monde fait ça, là. Je veux pas rentrer là-dedans. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont super bons avec ça, puis qui prennent les gens pour qui ils sont. Mais il y a des affaires qu'on intègre sans s'en rendre compte, malheureusement. C'est ça que c'est. Tout le monde a de quoi, OK? Faut vraiment juste que tu te dises, faut que je fasse attention dans la vie. Faut que je m'informe, faut que j'essaie d'être ouvert parce que
Même moi, j'ai des associations négatives. Tout le monde a des affaires qui sont de la grossophobie intégrée, du racisme intégré. Oui, ça affecte définitivement comment les gens y perçoivent dans le milieu, mais puis tu sais, on le voit tout le temps, là, comment est-ce que les gens sont félicités dans les médias quand ils perdent du poids. Puis tu sais, je fais référence à n'importe qui, là, P.A. Méthode, puis Kat Levac, puis ça, c'est des humoristes. Fait que c'est ça que c'est comme, regarde comme il s'est pris en main. Il y a tellement de narrative qui est installée que c'est dur de se dire, OK, je peux rester de même, puis que les gens ils se disent, yes, elle a travaillé fort. Comment ça qu'elle travaille pas fort pour être mince, tu sais? C'est ça l'affaire. Puis je l'ai vu en première main, tu sais, comme les gens venir me voir puis me toucher les bras ou Quand t'as perdu du poids? Oui, puis dire, oh mon Dieu, tes bras sont rendus tellement petits, waouh! Ton ventre, oh my gosh! Wow, hey, ben good job, tu sais, fait que, tu sais, puis j'aurais pu être complètement en dépression, puis il y a du monde que c'est ça, là. Puis t'as-tu l'impression qu'il y a une intersection entre l'humour ou, mettons, être drôle, puis... Parce que j'ai l'impression, des fois, il y a des attentes que des personnes grosses soient plus funnées ou, tu sais, peut-être une pression chez les personnes grosses de performer socialement d'une façon différente. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques ou as-tu une réflexion par rapport à ça? Je pense que c'est des réflexes qu'on développe tout simplement parce qu'on a un besoin d'être perçu dans la vie. Tout le monde a ce besoin-là, là, d'être accepté, puis compris, puis vu. Puis je pense qu'il y a des gens qui attribuent pas d'importance aux personnes grosses, puis ça fait qu'il y a comme un manque. Pour moi, il y a un manque d'attention probablement qui s'est développé à quelque part. Je me suis dit, il faut que je sois plus pour que les gens me regardent dans ma direction, là. Faut que je parle plus fort, faut que je prenne de la place, puis je pense que ces affaires-là viennent peut-être en dehors des attentes, justement. Mais j'essaie de me défaire de ça, puis tu sais, je pense que les gens ils m'écoutent pareil, mais c'est sûr que là, j'ai beaucoup d'expérience, beaucoup. J'ai de l'expérience derrière ma cravate. Puis c'est sûr que je m'y prends mieux au stand-up, fait que j'ai beaucoup de difficulté à discerner si les gens m'auraient accepté comme je suis là ou si j'avais besoin d'être d'une certaine manière au moment, puis c'est pas quelque chose que je vois clair dedans présentement. Mais c'est sûr que par exemple, ayant été à l'école d'humour, là, où tu es avec tes pairs puis ils te font des commentaires tout le temps, j'ai essayé beaucoup de styles différents, puis il y a des choses que je faisais que les gens, ils tripaient plus, puis que c'était pas moi. C'était vraiment un persona de genre se taper le ventre, puis être plus agressif, puis des choses comme ça, où c'est juste... je pense que c'est comme un archétype qui est agréable. On sait que ça fonctionne, c'est réconfortant parce que la personne, elle se tape dessus, puis c'est le rôle qu'elle est supposée de prendre. Fait que je pense que les gens, ils trouvent ça tout simplement agréable parce que c'est dans la norme. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'on se comporte de cette façon-là? J'espère que non, là. J'ai pas envie de rentrer dans des places puis j'ai tout le temps besoin, genre, je vais pas être déboulé des escaliers. Je pense à la scène, le film où il chante a cappella, tu vois, je suis vraiment pourrie avec les noms, mais il y a Fat Amy, la comédienne, qui déboule les escaliers puis tout le monde est comme... Il y a aucun moment où personne se revire de bord, là. Ils sont juste comme Fat Amy, là. Tu sais, pis c'est sûr, ça y a pas fait de mal. Tandis que il y a des scènes où une fille mince trébuche, puis tout le monde est comme oh mon Dieu! Mais elle déboule carrément les escaliers, puis c'est comme c'est fait fort, tu sais. Mais c'est fou, ça en dit beaucoup sur... Comment on s'en calisse. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça, fait que je sais pas si les gens s'y attendent. Je pense qu'il y a il y a à cause des rôles sociaux puis des différents types de clowns, tu sais, comme le straight man, puis le dommé, le plus intelligent, en tout cas. Il y a des rôles là, qui sont attribués, puis je pense que les gros ont été catégorisés d'une telle manière pendant si longtemps que c'est juste pas une attente, mais juste comme c'est confortable de les voir de cette façon. Un stéréotype, ouais. Ouais, c'est ça. Mais on fait du bout de chemin, là. Il serait mauditement temps, hein, on va se le dire. Parce que c'est pas malheureux, mais c'est juste ça que c'est là, pour l'instant. Le progrès, c'est très, très lent. C'est frustrant. Ouais. Mais bravo pour ce que tu fais. Puis je te souhaite de pouvoir parler d'autres choses, si tu as le goût de parler d'autres choses, puis de pouvoir continuer de parler de ça si tu as le goût de parler de ça. En fait, je te souhaite de pouvoir t'écouter. Je voulais te remercier pour la discussion puis d'avoir passé du temps avec nous. C'est vraiment apprécié puis full ça intéressant. me fait plaisir. J'adore parler à propos de moi-même.
Merci. Merci encore une fois vraiment beaucoup, Coco Béliveau, pour le temps que tu as passé à discuter de ta démarche puis de ton expertise sur le sujet. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Laurie, Émilie? Mais là, Coco, on l'aime tellement. Oui. Moi, j'ai vraiment trippé, puis j'ai vraiment aimé quand elle a parlé des animateurs puis des animatrices de télé qui sont tout le temps minces parce que c'est vu comme plus énergique puis dynamique. Là, ça m'a fait penser à moi, qui est fucking mince, puis qui perd connaissance à chaque fois que je me lève debout parce que ma pression est trop basse, puis j'étais comme, OK, mais ça, c'est vu comme dynamique, genre, what the fuck? En tout cas, c'est tout. OK. Section définition. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle pas mal de grossophobie. Fait que je pense que ça vaut la peine qu'on peut-être passe un peu de temps à définir qu'est-ce que c'est. La grossophobie, c'est la discrimination que vivent les personnes grosses. Ça peut être internalisé, comme envers nous-mêmes. Ça peut être aussi envers les autres. Puis c'est aussi systémique dans le sens où le fonctionnement de notre société tend à systématiquement discriminer les personnes grosses. Émilie, je sais que tu as des choses à dire par rapport à la discrimination liée au poids et à comment c'est considéré différemment par rapport aux autres types de discrimination, entre autres dans les milieux militants. Oui, entre autres dans les milieux militants. Et je dirais en fait que ce qui est, selon moi, important de définir quand on parle de grossophobie, dès qu'on entre dans le sujet, c'est que, et tu l'as très bien fait d'ailleurs, c'est que la grossophobie, c'est une discrimination, c'est une oppression, puis qu'elle est systémique et que on peut pas la voir comme une simple histoire d'image corporelle parce que c'est pas juste la société m'encourage à toujours être plus belle et mon corps n'est jamais parfait, ce qui est très valide en soi, mais ça, c'est une histoire d'image corporelle et c'est sûr que c'est encouragé au niveau de la société, mais pas autant au niveau systémique. Ce qui est souligné par beaucoup de personnes, puis ce qui est de plus en plus constaté, c'est que les personnes grosses vivent de la discrimination au niveau systémique. Donc, la chance à l'emploi, du rejet social, des opportunités qui vont être manquées, de l'accessibilité aussi, parce que ça peut paraître niaiseux, mais c'est que quand on peut pas, quand un endroit, là, je parle vraiment d'un espace concret, donc ça peut être un lieu de travail, un restaurant, ça peut être n'importe où, finalement, une bibliothèque, par exemple, si les meubles, si les installations ne sont pas adaptées aux personnes grosses, ben elles iront pas dans ces endroits-là. Donc, pourquoi c'est systémique, en fait? C'est parce que, justement, il n'y a pas une égalité des chances ici et que c'est en raison d'une discrimination qui est liée à l'image corporelle. Puis ça, c'est dans la loi. La discrimination, c'est illégal et pourtant, elle est sous toutes ses formes. Puis la grossophobie, c'est une de ces formes-là qui est la moins reconnue. Ouais. Comme tu disais, dans les milieux militants, c'est une des dernières discriminations que je dirais qui est acceptée. De moins en moins parce que dans les dernières années, au Québec, je pense que le discours sur la grossophobie a beaucoup évolué. Ça évolue quand même rapidement, selon moi, alors qu'on n'en parlait pas du tout il y a quelques années. Mais selon moi, dans les milieux militants, il y a quand même un effort à faire avec la gauche. Je pense que c'est la dernière chose qui est acceptée. Donc, on va quand même dire que tout le monde est égaux, mais on va encore voir le poids comme un choix. Donc, c'est plus ça. Ici, je pense qu'il manque d'éducation même chez des gens qui se disent eux-mêmes socialement woke, mais ils vont quand même traiter les personnes grosses comme si c'était leur choix de vivre ces discriminations-là, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est full intéressant, puis on va passer le reste de l'épisode à parler en tout cas, essayer de comprendre puis discuter comment que ça reste aussi présent encore alors que plein de preuves sont là pour séparer choix personnel et poids et pour séparer santé et poids. Les normes puis les construits sociaux, ça se propage puis ça s'alimente puis ça se contamine d'une personne à l'autre, comme notre ami le COVID-19. Mais comment? Mais c'est compliqué, mais j'ai comme trouvé, là, en faisant full de recherche, un peu comme 4 raisons que j'ai le goût qu'on explore ensemble. Êtes-vous prête? Bien sûr. Ouais. Raison numéro 1. Les discours de la culture des diètes.
en eux-mêmes, puis tout le marketing autour, je te vois lever les yeux au ciel, Émilie, tout le marketing autour de la culture des diètes elle-même est comme un vecteur de propagation, tu sais, des biais grossophobes parce que, bon, la culture des diètes, premièrement, c'est quoi? C'est tout ce qui est l'industrie autour des régimes puis de favoriser la perte de poids. Mais ce qui est fatigant avec cette culture-là, c'est que toutes ces compagnies, ces personnes-là vont créer énormément de matériel qu'on va considérer un peu comme des sources scientifiques valides, tu sais, vont faire des études, vont sortir des statistiques, etc. Puis tout ce discours-là va participer à alimenter une espèce de vision du poids comme étant dangereux, comme étant quelque chose qu'on veut se débarrasser, puis la minceur comme étant la norme à atteindre. Fait que c'est une des raisons. Oui, absolument. Puis là-dessus, j'ajouterais aussi que le discours a beaucoup shifté là-dessus. Ouais. Faut faire une diète, puis avoir un déficit de calories, et c'est pas bon de trop manger, jusqu'à, mettons, c'était tout centré, la culture de la diète était vraiment sur perdre du poids. Alors que maintenant, ils ont été vraiment brillants parce que là, ils vont d'une approche du wellness, tu sais, la wellness culture, du fait que, ben là, c'est pour ta santé, tu sais, tu fais pas une diète pour maigrir, tu fais ça parce que tu veux être en santé, mais c'est le même discours qui est déguisé, qui est enveloppé différemment. Tu sais, c'est qu'on dit que l'individu a tout le pouvoir pour bien, tu sais, pour arriver à ses fins s'il le veut, et que c'est sa responsabilité. Mais tu sais, l'alimentation, c'est pas une vertu, hostie. C'est, tu sais, c'est souvent en fait un témoignage bien plus des privilèges. Oui. Tu sais, si t'es une mère monoparentale pauvre au salaire minimum, ben ça se peut que t'aies pas le temps de faire ça, tu sais. Puis ça se peut que t'aies pas le réflexe de le faire parce que t'es même pas au courant de ces affaires-là. Mais tu vois genre de la pub puis des trucs à la télé qui te disent que t'es grosse puis que c'est de ta faute. Ben là, ça marche pas, tu sais. 100%. Deuxième raison, la grossophobie puis les discriminations par rapport à l'apparence physique de façon plus large, ça se perpétue vraiment beaucoup aussi dans les discours puis dans les discussions qu'on a entre nous. Comme tu disais, c'est internalisé souvent, fait que c'est dans la façon dont on se considère nous-mêmes, mais aussi on fait partie de la machine dans la façon dont on parle de notre corps puis dont on parle du corps des gens autour de nous. Je sais pas si vous connaissez Aubrey Gordon, qui est aussi appelée Your Fat Friend sur les médias sociaux. Oui. Parmi les personnes, je trouve, qui font la meilleure job pour déboulonner plein de mythes par rapport à la culture des diètes. Puis elle nommait qu'en 2011, une étude portant sur des femmes qui étaient étudiantes à l'université révélait que 93% d'entre elles participent à un discours grossophobe au sujet de leur propre corps, quelle que soit leur taille. Tu sais, par exemple, si tu te regardes dans le miroir en gang, puis là, tu dis « Ah, je suis grosse. Ah, j'ai de la cellulite. Ah, je suis donc ben... Ah, je me sens grosse aujourd'hui. » Tu sais, ce genre de discours-là qui alimente, veut pas, une façon de déterminer qu'est-ce qui est un corps acceptable puis un corps inacceptable, encore une fois, je pense. C'est immense, 93%. Là. Exact. Ben, c'est immense, mais ce n'est pas surprenant, je pense. Puis surtout, tu sais, je sais pas de quoi ont eu l'air vos adolescences, là, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'étais, tu sais, Aubrey Gordon s'appelle Your Fat Friend. Ben, j'étais la fat friend parce que je pesais 10 livres au-dessus de tout le monde, là, tu sais, c'est ça, une fat friend. Ouais, c'est ça. Au secondaire. Puis, tu sais, c'était vraiment ancré dans les discours, tu sais, puis avec aucune délicatesse par rapport à moi, tu sais, qui avait des vrais problèmes, mettons, entre guillemets, tu sais, avec l'image, tu sais, que moi, mettons, j'étais considérée plus grosse, mais, tu sais, c'était mes amies minces qui avaient la pire vision d'elles-mêmes. Mais, tu sais, ce que tu comprends quand t'es l'amie grosse, c'est que tes amis préféraient crever que de te ressembler, là, tu sais. Fait que c'est weird, là, comme discours, mais justement, tu sais, pour les personnes femmes assignées à la naissance, là, tu sais, c'est vraiment, on se le fait tellement mettre dans la tête rapidement, tu sais. Ouais. C'est terrible, là, tu sais, je sais pas, tu sais, Laurie, tu me parlais, tu sais, du fait que t'étais un gros bébé, par exemple, tu sais, puis que c'était grave, mais oui. tu sais. Ben, c'était épeurant, tu sais, puis je pense que... Puis je dis pas ça parce que c'est la faute à ma mère. Allô, maman, je sais qu'elle nous écoute. On t'aime. Tu sais, elle aussi, elle se l'est fait rentrer dans la tête, là, que être mince, c'était mieux, puis qu'il fallait faire attention, puis tu sais, je veux dire... c'est ça, là, des régimes, je sais qu'elle en a fait pour les fins puis les fous quand j'étais jeune, là, tu sais, comme ça, y faisait peur. Puis elle avait peur pour moi, parce que c'est une discrimination qu'elle voulait pas que je vive, je suppose, entre autres. Puis comme j'étais un gros bébé dans ma famille, il y a du monde gros, puis je pense que c'était effrayant que je reste grosse, puis c'était donc ben soulageant quand finalement j'ai grandi mince. Mais tu sais,
hey, c'est-tu plate que ce soit obligé d'être un stress? C'est comme, ça n'a pas de sens. Oui, puis autant comment ton enfant va être perçu, mais puisque c'est associé à la santé aussi, c'est que tu vois ton enfant, s'il grossit, ça veut dire qu'il est malade. Alors que c'est pas ça du tout. C'est juste son corps qui est fait comme ça. T'sais. Moi, mon corps, il a essayé d'être le poids que je suis en ce moment toute sa vie. Puis quand j'ai décidé de le laisser, ben il est pas venu plus gros que ça, tu sais. Je veux dire, c'est mon corps, il est comme ça, tu sais. Puis d'essayer de le faire fitter dans un 130 livres, ça marchera pas. Mon corps, il veut peser 200 livres, ben je vais le laisser peser 200 livres, tu sais. Puis là, je mange ce que je veux. Puis, tu sais, il grossit pas, tu sais. Il est capable, c'est ça son métabolisme, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est pas une question de un humain, ça a l'air de ça, et quand tu diffères, t'as un problème. C'est une idée de si on mangeait toute la même chose, on aurait quand même... Pas tout le même corps. Exactement. Tu sais, il y a eu la gay panic, il y a eu la satanic panic, je pense qu'on a la fat panic. Tellement. Aussi, là, qu'on va définir, on vient de l'inventer. C'est une panique, vraiment. Oui, vraiment. Laurie, tu voulais parler, genre, de la désirabilité par rapport à ça? J'ai goût de t'entendre. Ah oui, ben oui, tout le temps. Parce que je sais pas combien de fois c'est arrivé entre moi et Émilie que, mettons, on jase ensemble, puis là, notre perception de des personnes, surtout des gars, on va pas se le cacher, est complètement différente, même si on les connaît par le même contexte, qu'eux nous ont rencontrés dans le même contexte. Je veux dire, on étudiait ensemble, puis on travaillait ensemble, puis on se voyait tous les soirs. Fait que là, les gens qu'on a rencontrés pendant 3 ans, ils nous connaissent du même contexte. On a les mêmes valeurs à peu près. Tu sais, c'est ma meilleure amie depuis des années. Là. On se ressemble, mettons. Oui, tu sais, je parle un peu plus fort que toi, mais c'est à peu près tout. Là. Sur bien des affaires, sauf notre poids. C'est pas mal ça, tu sais. Oui, c'est ça. Puis je suis plus grosse que toi, c'est tout. Hein? Exact. Mais là, c'est là que ça change complètement. Moi, l'image que je me faisais de ces dudes-là, mais parce qu'eux autres nous renvoyaient crissement pas la même affaire puis qu'ils nous traitaient de façon complètement différente parce que moi, je rentre dans le standard du monde avec qui ils voulaient coucher. J'avais moins de poils dans ce temps-là, parce que ça, je l'ai senti en hostie par après aussi, ça a shifté, puis c'était même un peu une décision là, que j'ai pris à un moment donné de faire comme « OK, fuck that, là. Genre, vous me voyez dans la rue, je suis un morceau de viande. » J'avais le feeling que comme « OK, il faut que je le fasse, genre. Ça va être easy pour moi d'assumer ça, ou même si c'est tough, genre, je suis capable de le faire, fait que go. » Puis là, à cette heure, mon poil, genre, c'est une partie de mon identité, là. Mais ça a joué sur la désirabilité aussi, puis je l'ai vraiment senti. Tu sais, ce que je trouve que ça fait ressortir, justement, tu sais, les gars qui nous traitaient pas de la même manière, selon ce qu'on, tu sais, puisqu'on n'a pas l'air de la même chose, puis que toi, tu es plus associé à des standards de beauté qui sont standards, justement, c'est toute la misogynie qu'il y a derrière ça. C'est que ces gars-là avaient l'impression que parce que je ne corresponds pas aux standards de beauté qu'ils ont dans leur tête ou que je suis pas leur genre, entre guillemets, ils ne me doivent pas du respect. J'ai le goût qu'on parle aussi de représentation médiatique par rapport aux normes, par rapport à l'apparence physique. Coco en a parlé dans notre entrevue, mais les représentations culturelles puis médiatiques des personnes grosses alimentent énormément l'image négative qui leur colle à la peau. Mais de l'autre côté, tu sais, des représentations positives, ça peut vraiment jouer pour beaucoup dans l'acceptation sociale des personnes avec tout type de corps, puis aussi dans le sentiment, tu sais, de légitimation des personnes concernées. Est-ce que vous avez des exemples de représentations, soit positives ou négatives, en lien avec le sujet de l'épisode en tête? Je trouve que, j'ai pas l'impression qu'il y en avait quand j'étais jeune, quand je grandissais. Tu sais, les personnages étaient toujours, tu sais, les gros, c'est des sidekicks, c'est la joke, tu sais, c'est le comic relief. Puis aussi, tu sais, il y a l'autre espèce de... Tu sais, je pense juste, mettons, à quand on inclut un personnage gay, mais qu'il n'y a aucune importance dans... Puis que là, on praise le film ou la série parce qu'il y a de l'inclusivité, tu sais. Cette inclusivité-là puis cette diversité-là, ben, elle est artificielle, tu sais. Puis c'est que des personnes grosses, il faut qu'il y en ait dans les médias, mais il faut qu'il y en ait aussi dans les writer rooms, tu sais, les gens qui écrivent les séries, qui sont à la base de la création. Puis il faut que les casting directors, ceux qui s'occupent, tu sais, de dire quel acteur va jouer ça, il faut que tout ce monde-là s'entende. Il y a un nouveau film sur Elvis qui sort. OK. Puis la personne qui devait jouer sa mère... Tu sais, quand ça a été écrit, le scénario, c'était écrit que c'était une femme plus size parce que la mère de Elvis était grosse. Puis là, le trailer vient de sortir, puis c'est Maggie, puis là, je vais le prononcer comme la merde, mais Maggie Gyllenhaal, la sœur de Jake Gyllenhaal qui va la jouer. Puis Maggie Gyllenhaal, on voit ses clavicules, là, tu sais, elle est maigre presque, là, tu sais. Fait que je suis comme,
OK, comment c'est passé de ça à ça, Oui. tu sais? Alors que c'est dans le scénario. Ouais. C'est juste, on est juste effacé, tu sais, comme si on n'existait pas, tu sais. Puis ça, c'est la même chose comme, avant, il n'y en avait pas, tu sais. L'obésité, entre guillemets, c'est le mot qui existe dans la société, là, qui est vu comme un problème. Ça n'existait pas avant. Ben oui, ça existait, tu sais. Mais si, justement, toi, en tant que personne grosse, tu oses pas aller vers des métiers où est-ce que tu vas être plus dans les médias ou que tu veux jamais te faire prendre en photo parce qu'on dit toujours que t'es grosse puis t'es laide, ben c'est sûr que dans 100 ans, on les verra pas, les photos de moi, tu sais. Puis on va penser que tout le monde était mince pis beau, là, tu sais. Fait que c'est dans cette représentation-là, excusez, c'était une grosse parenthèse, mais tu sais, tout mais ce que c'est je veux vraiment un dire, bon point. c'est que c'est sûr que si on n'en voit pas dans les médias, on a l'impression, quand on le voit dans la vie de tous les jours, que c'est un problème puis que c'est anormal. Clairement. Ouais, puis c'est fou parce que tu parles des castings, mais tu sais, comme, je travaille un peu en cinéma, là, dans les dernières années, puis tu sais, comme, à quel point, dans les scénarios même, on intègre des caractéristiques physiques à des personnages que ça changerait fuck all. Ouais. Comme, on s'en fout. Là, on n'a pas besoin que le personnage soit petit, grand, mince, les cheveux noirs, whatever, tu sais, comme, on n'aurait pas besoin qu'il soit blanc non plus. Mais c'est spécifié dans le texte. Pourquoi? Fuck all. Dans un roman, c'est pour qu'on puisse bien se l'imaginer parce qu'on va pas le voir à l'écran là, il va y avoir un acteur ou une actrice qui va le jouer, là. Comme on n'a pas besoin, tu sais. En tout cas, j'ai un petit problème avec ça. Ah, c'est intéressant. Mais, je savais pas. Tu sais, ce serait pas obligé, mais c'est pratique courante, mettons. J'ai un dernier canal par lequel se propagent les représentations grossophobes dont je voulais parler, mais vraiment, et non le moindre, là. C'est c'est les discours, le guillemets dans les airs, les discours experts. On pourrait parler des campagnes de sensibilisation, encore une fois, entre guillemets, qui sont faites par le gouvernement, dans les écoles, etc., puis qu'on voit partout depuis qu'on est enfant par rapport à la grossophobie et au danger de l'obésité. Mais là, on va manquer de temps. Fait qu'on va se concentrer sur un volet particulier de ce type de discours-là. C'est les discours médicaux, ou les discours qui relient, tu sais, le poids et la santé. Émilie, tu as touché à ça rapidement au début, mais il y a plus en plus d'études scientifiques qui remettent en question carrément les risques de comorbidité liés au poids, tu sais, le fait que poids égale risque pour la santé et risque de mort. Puis, on nomme de plus en plus que les plus grands dangers, mettons, pour la santé liés au poids, c'est de faire des régimes à répétition, c'est d'être moins bien pris en charge dans le système de santé, donc d'avoir des traitements médicaux de moins bonne qualité, voire de ne pas aller consulter parce que tu as peur de ne pas avoir un bon traitement, et des risques pour la santé mentale liés à la discrimination. Mais je suis contente qu'on aborde ce sujet-là parce que c'est une passion pour moi. Et ça a encore rapport avec mon best, le capitalisme. C'est en fait qu'on parle beaucoup de la culture de la diète, mais c'est l'industrie de la diète, en fait. Puis l'industrie de la diète, faut pas penser que nos médecins, puis même au Canada, parce qu'au Canada aussi, ça arrive, donc c'est pas juste aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas un système de santé qui est public, mais ça arrive ici aussi. Puis c'est qu'on a décidé d'inventer la problématisation d'être gros. Tu sais, le mot obésité a été inventé par des soi-disant experts. Tu sais, mais il y a tellement de choses qui sont utilisées, qui sont révolues depuis le début. Tu sais, puis par exemple, l'IMC, en anglais BMI, que c'est l'indice de masse corporelle qui est utilisé dans les bureaux de médecins pour dire à la personne, ben, tu n'as pas ton indice maximal de santé et tu dois donc perdre du poids. Ben, cet indice-là a été inventé à la fin du 19e siècle, donc à peu près au même moment où est-ce qu'on disait que les femmes étaient hystériques puis il fallait juste qu'il y ait des orgasmes pour arrêter de chialer et que c'était pas en raison de leur discrimination qu'elles vivaient au quotidien qu'elles vivraient complètement sur le top. Mais en même temps, il y avait un gars qui travaillait sur le BMI, sur l'IMC, puis qui disait... Hey, ça, c'est pour classer les êtres humains de façon mathématique, mais ne l'utilisez surtout pas dans les bureaux de médecins pour soigner les gens et dire s'ils sont en santé ou pas. Puis là, il y a quelqu'un qui avait compris la première partie, classifier les humains, mais qui n'avait pas compris l'autre partie, puis qui a dit « Wow, that's genius! » Puis là, il a décidé de prendre ça, puis d'utiliser ça. Ça a été utilisé en médecine. Donc, au cours du 20e siècle, il y a vraiment eu une espèce de médicalisation de l'apparence corporelle grosse. Et à ce moment-là,
ben il y a eu des dérives. Donc, tout ce que je vous dis là, j'ai pas appris ça par cœur, là, mais c'est dans un article de The Atlantic qui s'appelle « How Obesity Became a Disease », puis c'est vraiment un article super qui résume un peu cette histoire-là. Puis un des faits qu'on a adoré, moi puis Laurie, quand on a vu cet article-là, c'est qu'à un moment donné, il y a des millions de personnes qui, en une nuit, sont devenues obèses. Oui! Mais comment est-ce possible? T'sais, est-ce qu'ils se sont réveillés puis ils pesaient 40 livres de plus? Non, non, non. C'est parce qu'il y a un panel d'experts, entre guillemets, justement, qui a décidé que l'IMC, maintenant l'indice de masse corporelle qui voulait dire que c'était problématique, c'était à partir de 25 au lieu de 27. Puis là, la raison très scientifique derrière ça, c'est parce que 25, c'est plus facile à retenir. Donc, oui, c'est ça. Q laughs, là, from the crowd. Genre, ça n'a pas de bon sens. Mais ce qu'ils n'ont pas dit aussi, c'est que de mettre plus de gens dans cette catégorie-là, ben, ça veut dire que c'est plus de gens qui sont accessibles à des traitements qui peuvent être prescrits. Puis, ils sont prescrits, donc ça s'en va dans l'industrie. Puis là, l'industrie fait de l'argent, puis en redonne un petit peu à ses pushers, les médecins. Wow! Là, ça commence à être réfuté, l'IMC, par de plus en plus d'experts. Mais tu sais, moi, il y a quelques années, j'ai eu des problèmes, puis j'ai eu des gros problèmes digestifs, puis j'ai dû aller chez une gastro-entérologue qui m'a fait vivre plusieurs épisodes de grossophobie qui pourraient être une série en soi, là. Mais tu sais, la première chose qu'elle m'a dit quand je suis rentrée dans son bureau, quand je lui ai dit qu'est-ce qu'elle pensait que c'était, avant de m'avoir fait faire des tests sanguins, avant tout, c'est qu'elle m'a dit qu'il fallait que je perde du poids, puis elle m'a calculé mon indice de masse corporelle dans ma face sur son iPhone, puis elle me l'a montré. Dis-moi en quoi ça, c'est un traitement avec la dignité exact. Et qui est juste aussi scientifiquement. T'sais, en quoi ça, tu n'as même pas les données devant toi, puis tu avais décidé qu'il fallait que je perde du poids. Puis après ça, elle m'a fait faire des tests de sang, puis un mois plus tard, ils m'ont rappelé parce que je saignais, puis ils ne savaient pas de où dans mon système. Il fallait pas que je perde du poids, finalement. Elle m'en a jamais reparlé de ça, tu sais. Ridicule. Voilà. Puis c'est des histoires qui sont à l'appel, là, tu sais, des personnes qui vont voir pour un problème en particulier puis qui reçoivent pas le traitement auquel ils devraient avoir droit en raison de ces biais grossophobes-là. Puis, ouais, je trouve ça super important de nommer puis de renommer sans nécessairement vouloir mettre de blâme, encore une fois, sur qui que ce soit, mais que tout le monde, même les experts, entre guillemets, on est humain, puis on a des biais. Puis de la recherche scientifique, c'est toujours biaisé parce que c'est toujours fait par des êtres humains qui ont des préconceptions par rapport au monde. Puis c'est ça, tu sais, il y a rien qui peut pas être déconstruit puis qui peut pas être remis en question. Puis c'est pas parce que ça vient de quelqu'un qui te le dit avec assurance et avec un soude blanc que c'est nécessairement vrai. Oui, c'est ça. Des fois oui, mais des fois non. Faut se rappeler que, tu sais, les médecins, c'est des personnes privilégiées dans la société, là, parce que monétairement, tu sais, oui, là, ils ont étudié, puis je veux dire, ils méritent l'argent, blablabla, là, tu sais, ils se le font assez dire, là. De toute façon, j'ai pas besoin de le répéter. Mais le rapport de force, il est inégal dans le bureau du médecin. Tu sais, t'es là, puis c'est quelqu'un qui est censé être comme haut placé dans la société, qui est une référence en sciences et qui te dit ça à toi, tu sais. Fait comment tu veux dire, ben, t'as pas raison, mon hostie, tu sais, t'es pas équipé, tu sais. Il faut qu'en tant que personne grosse, on a comme pas le choix d'aller chercher. Tu sais, moi, je suis rendue que j'arrive dans un bureau de médecin, là, tu sais, puis je suis prête à. Je suis rendue au cou, là. Je suis arrivée, là, puis je suis comme, il m'a le fessé dès qu'il me le dit, tu sais. Puis il faut que j'arrive armée de toutes les connaissances que j'ai pour me protéger, tu sais. Ça devrait pas être ça. Je devrais pouvoir recevoir des soins puis juste faire, OK. Mais oui, toi, t'arrives déjà avec un bout de la job de fait. Puis c'est ça qui est dangereux, c'est qu'à un moment donné, comme si tu peux pas te fier au médecin, là, tu vas te fier à ce que tu peux, à Google, à tout où tu peux aller chercher, puis comme ça devient fou. Après, c'est tellement stressant, mais comme toi, t'arrives déjà avec ton diagnostic différentiel. C'est soit ça, soit ça, soit ça. Oui, c'est ça, j'ai pas le choix de faire ma pré-recherche. Puis après, comme fais ta job. Ah non, je pense parce que t'es gros. Ah, ton otite, ça doit être parce que t'es gros. Bon, on espère qu'on vous a fâché autant que nous autres, on est rendus fucking craqués contre les normes et les biais grossophobes dans notre société. On espère qu'on vous a outillé pour cette réflexion-là. On va mettre full de liens dans les notes de l'épisode par rapport à tout ça. Puis, c'est pas parce qu'on veut participer à une industrie capitaliste ou quoi que ce soit, mais comme on va continuer cette conversation-là dans un bonus Patreon auquel vous pouvez accéder à partir de 3$ par mois. Fait que si ça vous tente de continuer de nous entendre chialer, vous pouvez.
Mais d'ici là, je pense que c'est ça qu'on avait à dire pour cet épisode-là. My turn! Il y a beaucoup de choses qui ont résonné chez moi dans l'entrevue avec Coco Bellivo sur lesquelles j'aimerais faire du pouce. Une de ces choses-là, c'est quand elle parlait du genre de malaise qui vient d'être gros, mais comme pas trop, genre. C'est un aspect de mon identité avec lequel je struggle parce que, déjà de un, je pense que ma grossophobie internalisée est la chose avec laquelle j'ai le plus de difficultés puis sur laquelle je travaille fort. Autant par rapport au regard que je porte sur les autres que celui que je porte sur moi. J'ai comme une fixation sur avoir un ventre plat depuis aussi loin que je me souvienne. Puis aussi parce que, tu sais, je suis pas mince, mais on peut pas vraiment me qualifier de grosse. Puis comme la chose que je me fais dire à presque tous mes rendez-vous médicaux, c'est « Ouais, t'as un léger surplus de poids, mais pas trop. Ce serait pas une mauvaise idée de perdre du poids, tu sais? » What does that mean? Cette phrase me hante à chaque fois que je me regarde dans le miroir ou que je pense à ce que je pourrais donc faire pour mes douleurs chroniques parce que c'est souvent associé à ce surplus de poids, mais pas trop, mais qui serait pertinent que je perde. C'est comme être pogné dans un genre de limbo weird. Limbo, pas le jeu, là. Limbo, like, between, you know, when you're dead and you cross over, like the limbo. En tout cas. Puis, en pensant à cet aspect de mon identité, puis en écoutant l'entrevue, j'ai tout de suite pensé au fait que tout ce qui entoure la grossophobie est un très bon exemple par rapport à la complexité de l'intersectionnalité, de comment être oppressé pour un aspect de son identité n'efface pas le privilège qu'un autre aspect peut nous apporter. C'est un tantinet boiteux, mon affaire, mais comme, it does make sense. Hear me out. T'sais, je sais que moi, mon expérience chez le médecin va pas être aussi traumatisante d'un point de vue biais sociaux reliés au culte de la minceur qu'une femme ou personne affable blanche qui est plus grosse que moi. Mais en même temps, cette personne-là ne va pas vivre une expérience traumatique d'un point de vue de tout ce qui concerne les oppressions raciales. And I feel that it is way easier to relate with like a fat white woman than any other woman in terms of discrimination dans le monde de la médecine. Parce que bien que ce soit pour des raisons différentes, bien qu'une femme noire peut bénéficier de son poids et qu'une femme blanche grosse peut bénéficier de sa blancheur, d'une part comme dans l'autre, notre crédibilité est moindre à cause d'un aspect de notre physique qui n'a absolument rien à voir avec notre santé. Puis la première fois que j'ai eu ce genre de réflexion, c'était à un moment donné, j'avais fait un post sur Insta par rapport à comment je détestais aller chez le médecin aux urgences à cause de l'invalidation constante du personnel de santé. Puis il y a une femme blanche, grosse, qui m'a inbox en me disant « Tu sais, je comprends. » Tu sais, en tant que femme noire, avoir des femmes blanches qui nous disent « Je comprends », ben c'est frustrant en esti, cause like, usually you don't. Mais à ce moment-là, I was like, she actually can understand, cause she's going through the same thing for a different reason, but the same thing. And even though it is true, faut se rappeler que justement, les oppressions sont interreliées. Donc, tu sais, l'expérience d'une femme noire grosse aura rien à voir avec mon expérience ou l'expérience d'une autre femme blanche grosse. D'ailleurs, let me tell you about how fat phobia is rooted in racism. Oui. Nous sommes presque tous au courant que les standards de beauté entourant la minceur n'ont pas toujours été comme tels. Au contraire, à une époque, ce qui était considéré comme désirable étaient les corps bien en chair. So what happened? Slavery. Yes, we go back to that. En faisant mes recherches, j'ai découvert Sabrina Strings, qui est une sociologue dont le travail se penche sur la question du sexisme et du racisme dans l'histoire. Elle est aussi l'auteure du livre Fearing the Black Body. Puis dans une entrevue
du podcast de NPR. Elle nous parle de ses découvertes. Puis dans le fond, le changement de cap quant aux standards de beauté coïncide avec le développement de la traite négrière. Parce qu'après un genre de bon 200 ans, give or take, la couleur de peau n'était plus un indicatif de supériorité assez efficace dû au métissage. Comprendre ici dû aux agressions faites sur les femmes noires mises en esclavage. Mais bon, poursuivons. Fait qu'il fallait trouver un autre moyen de marquer explicitement la supériorité des personnes blanches. Puis c'est à ce moment-là que la race a transcendé la couleur de la peau pour y inclure des caractéristiques comportementales. Donc, les philosophes français de l'époque ont décidé qu'étant donné que les personnes noires avaient un penchant pour la luxure et la gourmandise, et ce sans retenue, ben, elles étaient grosses. Donc, du même coup, ces mêmes philosophes s'entendirent pour dire que, étant plus civilisés, ayant un mode de vie plus respectable, les personnes blanches se devaient d'être minces. Dans ses recherches, Sabrina explique qu'elle trouva des annonces de magazines datant du 19e siècle qui encourageaient les femmes blanches à manger le moins possible afin d'être minces et que cette minceur serait le reflet de leur christianité ainsi que leur supériorité raciale. That is true. That is true. L'auteur se penche aussi sur la question de l'indice de masse corporelle qu'elle qualifie d'erroné et d'arbitraire, en partie parce que le test prend pas en compte certains aspects de la réalité d'une personne qui pourraient affecter sa santé, comme par exemple l'accessibilité alimentaire. Mettons, tu sais, les fast-foods à chaque coin de rue pour les quartiers les plus défavorisés, donc les quartiers qui résident le plus de personnes racisées, versus les épiceries fines à chaque coin de rue dans les quartiers majoritairement blancs. You know. Elle mentionne aussi qu'il y a en fait aucune recherche pour backer le fait que le IMC, qu'un IMC élevé en fait est une cause directe de problèmes de santé. Ce qui nous emmène aux structures oppressives. So yeah, we can blame this one too on y'all ancestors. Puis, vous vous souvenez quand j'ai dit que les femmes noires was the least respected, en partie car la majorité des mouvements politiques ont été fondés par ces femmes noires, mais qu'elles s'en trouvent tout de même invisibilisées? Well, the body positivity movement n'en fait pas exception. Aujourd'hui, quand on pense au body posy movement, la majorité du monde va avoir en tête les Ashley Graham de ce monde ou les Tess Holliday. Il y a aussi un organisme qui s'appelle The Body Positive qui a été fondé par deux femmes blanches, soit Connie Subzak et Elizabeth Scott. Mais ce mouvement découle du Fat Liberation Movement des années 60. Mouvement porté, encore une fois, par des femmes noires queer et des personnes femmes noires. Because, you know, that's the point of what I'm saying. Dont Margaret K. Brass, qui est en fait une des premières à en parler par son essai intitulé « Being a Fat Black Girl in a Fat-Hating Culture ». Donc là-dessus, je vous laisse avec 2-3 suggestions de pages Insta à suivre qui sont quand même vraiment le fun. T'as la page Insta de Body is not an apology. Si, pour nos habitués, si vous vous souvenez, je l'ai mentionné, j'ai mentionné cette série de livres, donc il y a quelques épisodes. Il y a aussi Now, qui est juste hot. Fait, you know, why not? Sinon, il y a la page My Name is Jessamine et la page de Risha Kanbay Miller qui se pose sur le Body Positivity Movement. Donc, sur ce, s'il y a quelqu'un qui s'est senti inconfortable, ben, qui aille s'asseoir sur son sofa avec ou qui prenne rendez-vous avec moi avec Your Black Best Friend. OK, bye!
Ben, merci Myriam de nous avoir coupé la parole. C'est toujours un honneur. On n'est même pas tannés. Hey, non, vraiment pas. Merci, Myriam. C'est ce qui conclut cet épisode de Toute Pantoute. Merci à Coco Béliveau d'avoir partagé ta démarche, tes connaissances puis tes réflexions sur le sujet d'aujourd'hui avec nous. Merci aussi à Émilie Duchesne d'avoir débriefé avec nous. On aurait continué, puis on va continuer à en jaser entre nous. Il n'y a aucun doute. On va revenir dans 2 semaines avec un takeover. Ben oui, le prochain épisode est un épisode vraiment spécial qui est concocté d'un bout à l'autre par Myriam Gabrielle Archin. Il porte sur le droit à la colère et sur les discriminations associées à cette émotion en fonction de notre identité. Myriam Gabrielle parle avec Maya Cousineau-Mollen et Joliane Héroux-Brazo. Puis, mon doux, c'est vraiment une conversation puissante et inspirante. Vous voulez pas manquer ça. Mais d'ici là, dites-nous, est-ce que vous arrivez à être en paix avec votre corps, même si le capitalisme veut surtout pas? Est-ce que vous arrivez à être en paix avec votre médecin? On a le goût de vous entendre puis de vous lire. Fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Toute Pantoute, puis on est sur Instagram puis Facebook, puis on a un courriel toutepantoute@gmail.com. Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. Genre, c'est quoi nos angles morts, qui on oublie, qu'est-ce qu'on oublie. N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On est bien pleine de bonne volonté, mais on n'est pas à veille de la perfection, puis on est bien au courant. Mais si vous avez une passion, un talent, une expertise, que vous aimeriez partager ça aussi facilement que se répand un hostie de post sur le wellness transphobe et grossophobe sur Instagram, écrivez-nous. Ça, c'est vite. C'est très vite, ça, c'est vite. On ne sait pas dans quelle mesure on va pouvoir vous mettre sa map, mais on veut vous connaître, puis on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles. Help! SOS! Merci à Myriam Gabrielle pour son segment plus que rafraîchissant. Merci à Élise Vendée pour les jingles, avec Christelle Saint-Julien à la harpe et Henri June pilote aux percussions. Et merci à Marie-Frédérique Gravel pour le mixage et le mastering. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel, à Cassandra Cachero pour nos photos, à Marin Blanc pour notre graphisme. Merci Marie-Ève Boisvert pour le montage, Maïna Albert pour l'habillage sonore. Merci à Ève-Laurence Hébert pour la coordination et Mélissa Elmer pour la gestion des médias sociaux. Merci à Émile Perron et Katharina Villard-Morin pour notre site web. Et merci à Émilie Duchesne pour la transcription des épisodes. Merci au Conseil des arts du Canada de son soutien. Et finalement, merci à vous d'avoir joué avec nous. Bye! Bye!